Nourrir Paris sous l'Ancien Régime, la monarchie en guerre contre la fraude alimentaire. Les fraudes alimentaires sont-elles un mal inventé par notre modernité? N'avons-nous pas un peu vite tendance à imaginer que la malbouffe est une création contemporaine? Bien avant que l'industrie agroalimentaire et les grandes multinationales ne se chargent de doper notre nourriture avec toutes sortes de colorants, additifs et conservateurs, les aliments parvenaient-ils dans l'assiette des consommateurs dans leur innocence première? Il n'en est rien, nous rappelle Reynald Abad, professeur d'histoire à la Sorbonne, au micro de France Culture dans l'émission de Jean-Noël Jeannet et auteur d'un ouvrage Le Grand Marché, l'approvisionnement de Paris sous l'Ancien Régime. La police des vivres et les fraudeurs. L'étude des pratiques liées au ravitaillement de la capitale, cœur du royaume mais cœur abondamment pourvu d'un ventre, montre en effet que les fraudes et les escroqueries en ce domaine ne datent pas d'aujourd'hui. C'est pourquoi, sous la monarchie absolue, l'administration royale, que l'on appelle alors la police des vivres, et qui préside à toute une hiérarchie de juridictions, réglemente et contrôle sévèrement les transactions commerciales, à l'intérieur même de Paris, sur une unique grande place, le Grand Marché. Cette concentration des opérations facilite, on le comprend, la surveillance. Les prix et la qualité des marchandises font l'objet d'un contrôle sévère. Cependant, cette surveillance tatillonne est souvent déjouée par tout un monde de négociants, moins soucieux de l'intérêt du royaume et du consommateur, dirait-on aujourd'hui, que les agents de la monarchie. Frauder l'impôt, des canaux souterrains pour introduire le vin. Il faut rappeler ici que l'Ancien Régime ne connaît pas la libre circulation des marchandises. En effet, le royaume de France n'est pas d'un seul tenant. Il est composé de plusieurs pays, de différentes provinces qui ont conservé des privilèges hérités de la coutume. Le territoire est ainsi hérissé de douanes intérieures. Paris n'échappe pas à la règle. Et pour pouvoir y faire pénétrer leurs marchandises, négociants et producteurs doivent s'acquitter de taxes qui portent un nom, l'octroi. Le vin est parmi les produits les plus taxés. Les négociants rivalisent donc d'ingéniosité pour passer la marchandise. Lorsque celle-ci peut se fractionner, on la confie à un réseau de passeurs clandestins qui la dissimulent sur leur personne en petite quantité. Le produit final sera réassemblé ensuite, une fois les barrières franchies. Mais que faire des marchandises qui ne peuvent être scindées? C'est bien sûr le cas des animaux destinés à la boucherie. Car dans le souci de contrôler l'origine et la qualité de la viande consommée, les animaux arrivent bien vivants dans la capitale et sont ensuite livrés aux nombreuses boucheries qui émaillent Paris. Pour éviter les droits d'entrée, les taxes, on les fera alors pénétrer par des maisons limitrophes, de ces maisons qui bordent Paris, le dos appuyé à la campagne et la façade côté ville. Ces maisons sont comme des frontières naturelles et servent le cas échéant de point d'introduction de marchandises clandestines. C'est ainsi que certains bœufs, certains cochons sont parfois passés nuitamment, entrés par le jardin de derrière et sortis par la cour de devant. Toujours pour échapper à l'octroi, on utilise les conduits souterrains qui relient entre elles les caves des habitations pour passer le vin. Ces réseaux clandestins forment des sortes de précurseurs des modernes pipelines. Dans le même ordre d'idées, il n'est pas rare que des sacs de café soient passés par les toits et ensuite jetés dans les cours intérieures des maisons parisiennes. Tromperie sur la marchandise, du plomb dans le vin. Mais la fraude n'est pas seulement à l'impôt, car on pratique aussi la tromperie sur la marchandise. L'enjeu est alors de santé publique. L'administration royale n'aura de cesse de s'alarmer et de légiférer pour interdire les multiples frelatages de certains produits, parmi lesquels là encore le vin. Il y a en effet une grande différence entre le vin de l'élite, le grand cru, et celui de consommation courante. Celui-ci est rarement pur et il est accommodé de toutes les façons par des négociants peu scrupuleux. Il peut être mélangé avec d'autres crus ou additionné d'eau-de-vie pour faire monter la teneur en alcool. On corrige également son acidité de bien des façons. Pour les moins nocives, on le sucre avec du miel ou de la cassonade, on le colore artificiellement. Mais on utilise aussi parfois une chimie moins innocente. C'est le cas des vins frelatés avec des substances métalliques
et notamment des dérivés de plomb. Pour le clarifier, on a même recours à la colle de poisson. Hormis celui de la cour et de l'élite, le vin des Parisiens est donc rarement de bonne qualité. C'est d'autant plus préoccupant qu'il est consommé par tous, y compris les enfants. L'historienne du droit Arlette Lebigre cite, dans un article daté du 12-5-2013, le cas d'un maître tapissier de Paris, ainsi que sa femme, ses enfants, ses ouvriers domestiques, qui faillirent mourir empoisonnés par un vigneron d'Argenteuil en 1697. Les mêmes colorants dans les pâtisseries que dans les peintures. Le même article rappelle également les pratiques plus que douteuses des pâtissiers et confiseurs qui n'hésitent pas à détourner en tant que colorant alimentaire des substances chimiques plus communément utilisées pour la peinture. La loi interdit par conséquent à tous les professionnels d'employer dans leurs pâtes à mouler, pastilles, dragées, fruits glacés, massepains, glaces, aucune de ces drogues. Seuls sont autorisés les produits naturels, tels que les sucs de fruits, les plantes qui se mangent et autres ingrédients non suspects. Ces quelques petits aperçus de l'interminable guerre à la fraude alimentaire nous rappellent que la somme des intérêts privés ne fait pas l'intérêt public. Et ce n'est pas un moindre paradoxe de constater que la monarchie française en était convaincue, quand nos démocraties modernes semblent l'avoir oublié.